I'd rather be with you. Yeah. Je répète une partition excentrique qui rend triste même Jésus-Christ, c'est un prêtre ecclésiastique. Je m'applique et je m'applique sur un mur à la clinique. C'est le choc systématique d'un amnésique pas pratique. Cette pratique du graphe, c'est le taf de ce bon raf qui paraphe. De ce bon raf. Bonjour à tous, bienvenue sur les Good Vibes. On était en train d'écouter un petit son que si Raph veut bien, on partagera. Oh bien sûr, hein. On peut. Parce que Raph, dans tes jeunes années, t'as rappé. Ouais, ça paraît fou, mais ouais, j'ai fait un album de rap et je faisais, je pense, 2 à 4 heures de rap par semaine il y a quelques années. Bon, du rap à Polytechnique, on va pas s'ennuyer avec toi. Alors, bonjour, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Welcome, c'est les Good Vibes. Aujourd'hui, on va découvrir Raph et on va parler de Totem, de sa boîte, de son parcours d'entrepreneur et de plus du confinement, de comment garder la patate en confinement. Et voilà, c'est un bon début. Bienvenue. Donc, évidemment, vous pouvez parler dans le chat, vous pouvez poser toutes vos questions et moi, je les poserai à Raph. Et donc, faut pas hésiter. On va essayer de rendre cette interview la plus interactive possible. Bon, tu gardes la patate, justement, Raph? Comment ça va? Bah, honnêtement, ça va vraiment plutôt très bien. Ouais. Moi, je trouve que c'est une opportunité, un peu cette crise. Donc, de manière générale, j'ai presque honte de me sentir bien. Alors, j'aime la crise, donc ils comprennent pas. Mais c'est juste pour moi, c'est d'autres règles du jeu, mais on peut s'amuser tout autant. Donc là, tu es où? Tu es à Paris? Là, je suis à Paris. J'ai fait le choix de rester à Paris. J'aurais pu partir. Donc, je suis seul à coloc, seul avec moi-même. Ça fait du bien. Ouais, et ça va. Donc, du coup, tu t'organises, tes journées sont remplies, tu n'as pas le temps de on bosse bien. On bosse bien un bon jusqu'à 22h à peu près. Ça dépend. Bon, il y a des pauses tranquilles. Beaucoup de sport, beaucoup de musique, un peu de lecture. Eu le temps de regarder pas un film depuis le début du confinement, que 2 heures d'ennui en fait, tout court. Donc moi, ça me dérange pas du tout d'être confiné. En fait, je trouve ça une opportunité, surtout après 3 ans d'entrepreneur. Tu as peu de temps pour toi et pouvoir se recentrer pendant un mois seul, tranquillement, tout en pouvant bosser. Et puis bon, c'est pas non plus, on peut rien faire. Bah, moi, je trouve que c'est vraiment une opportunité pour la suite. Parce qu'il y a tellement d'entrepreneurs qui se perdent ou qui se retrouvent à la tête d'une boîte, ils savent plus vraiment pourquoi, qu'est-ce qu'ils faisaient, est-ce que c'est ce qui leur plaît, est-ce que c'est la boîte qu'ils voulaient faire à la base. Donc, je pense que c'est super bien de pouvoir se recentrer dans cette période. Alors, raconte-nous un peu comment tu présentes Totem à quelqu'un qui ne connaît absolument rien des startups. Bah nous, on a la chance de ne pas être si start-up. On est justement plutôt bien ancré dans le monde physique et dans les habitudes. Donc, Totem, c'est assez simple. Le but, c'est de casser complètement les vieilles cafétérias traditionnelles qui sont au sous-sol, qu'on utilise, disons, de 11h à 15h. Et le but, c'est de faire vraiment des cafétérias à tous les étages pour que tous les employés en profitent. Que ça puisse servir du coup dès l'arrivée dans les bureaux à 8h jusqu'à 22h pour ceux qui restent tard. Et le but, c'est vraiment que d'un point de vue du design, que ce soit un endroit convivial, donc on va plutôt retrouver un Starbucks, de Naturala ou de Bio c'est bon, mais vraiment qu'on ait envie d'y aller pour parler et partager un moment avec ses collègues, avec des produits sains. On a presque 1000 produits, ça va être beaucoup de produits bio, très transparent. Et après, je dirais le gros changement, c'est que on utilise vraiment la data, c'est-à-dire ce que les gens consomment et ce que les gens aiment pour faire un assortiment de produits qui va être limite en fonction de la consommation. Et maintenant, on essaye de pousser ce concept encore plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est payé par l'entreprise. Et pour pouvoir permettre aussi à des entreprises qui ont moins de budget d'avoir une vraie offre de cafétéria,
on est en train de permettre aux gens de payer aussi leurs produits eux-mêmes pour qu'ils puissent profiter de repas, de boissons, de snacks, si jamais on ne peut pas le payer, mais ça sera évidemment éligible avec le ticket restaurant. Ok, donc aujourd'hui, c'est la boîte qui paye pour l'instant, et bientôt, ce sera l'employé lui-même qui pourra s'acheter directement si c'est la formule qu'a choisie l'entreprise. Et donc, du coup, pour qu'on se le représente bien, c'est du mobilier. Tu arrives avec un joli meuble qui permet en fait d'avoir accès directement à des snackings qui sont des snackings plutôt sains. Tu vas aller chercher des bonnes amandes, c'est joli, il y a le café, il y a toutes les barres de céréales qui vont bien, il y a des fruits. Et les gens se retrouvent autour de ce totem. Donc, soit dans des grandes boîtes étage par étage, soit quand c'est une petite boîte avec pas plus de 20 personnes, un seul et même totem. Donc, on se retrouve autour de cet endroit et c'est l'enjeu, comment dire, c'est l'occasion d'échanger, de parler avec les autres, avec les collègues, quoi. Clairement, c'est pour ça qu'on s'appelle Totem. L'idée, c'était je dirais, c'est parti de deux choses. Je dirais que nous, avant de lancer cette boîte, on trouvait qu'on pouvait difficilement être soi-même en entreprise et du coup utiliser son potentiel, sa créativité et tous ces éléments-là. Donc, assez rapidement, on s'est dit qu'on n'allait pas faire une boîte de consulting en management à 24 ans parce que c'est un petit peu prétentieux de dire qu'on a faire. Mais du coup, on s'est dit, en fait, s'il y a un endroit où on peut être soi-même dans l'entreprise, c'est quand même la machine à café, quoi. Si à la machine à café, tu peux pas rigoler, ça va être compliqué toute la journée. Du coup, on avait la vision anarchique de dire on va mettre un petit totem discrètement dans toutes les entreprises et que direct, les gens allaient avoir une bonne discussion, rigoler entre, je sais pas, le marketing, les devs, d'autres parties de la boîte. Et que s'ils se permettent de rigoler à cet endroit-là, de manière un peu naturelle, ils vont commencer à rigoler en salle de réunion. Donc, à oser, à s'exprimer, on va sortir complètement du cadre aseptisé. Et c'est pour ça que j'avais écrit un article en disant qu'en entreprise, on utilise un 16e de sa personnalité. Parce que je pense qu'on arrive et on met des blocages, on met des masques, on se dit qu'il faut être rationnel. Il y a énormément de biais qui sont induits. Et le but de Totem, c'était de casser ça et de dire, voilà, tu dois arriver comme si tu arrivais chez toi, tu peux pouvoir prendre ton petit déjeuner au bureau. Et il y a un message, je pense, psychologique qui est quand tu arrives dans un endroit et qu'on te propose à manger, en fait, tu es chez toi. Et c'est assez induit dans le comportement humain. Et c'est pour ça que je pense que la nourriture, c'est peut-être le truc le plus utile ou rentable en termes de perks ou en termes d'avantages employés parce que c'est associé à la sécurité dans la pyramide de Maslow. Donc, vraiment, du coup, j'ose me réaliser et pousser mes idées et mes particularités. C'est ça. Donc, en fait, en rentrant sur un besoin de base, ta vision, c'est vraiment de faire que les gens se sentent à l'aise, en confiance et beaucoup plus à même d'exprimer la totalité, au plus en tout cas, de leur personnalité et pas juste un aspect étriqué. Exactement. C'est vraiment ça le challenge. Aussi, du coup, format, je dirais, plus bottom-up, dans le sens où c'est les employés qui contrôlent plus quelle est l'offre et qu'est-ce qui est mis à leur disposition. Et pousser le concept beaucoup plus loin, parce que cette partie payante, mais pas du tout sur un format de frigo connecté, où on est en train de développer une application toute simple, où tu scannes le produit, tu payes, mais si tu veux pas payer, tu ne payes pas. Et le message derrière ça, donc il y a des gens qui disent qu'on est complètement fou parce que ça va pas marcher en entreprise. Moi, ce que je dis, c'est qu'une entreprise sans confiance, elle va pas marcher tout court, ou elle est très, très peu efficace. Et donc, notre but, c'est vraiment de montrer, de pousser l'entreprise, de montrer la confiance qu'elle est là et qu'ils prennent pas leurs employés pour des gamins qui sont fliqués de A à Z et qu'ils peuvent rentrer dans ce micro-magasin, prendre leur café, acheter une boisson, prendre une bière pour rentrer à 19h le soir. Et nous, notre vision, elle est vraiment bienveillante de ce point de vue-là. Et on pense que cette générosité de l'employeur symbolisée par la food passe mieux qu'un beau discours en disant « mais si, on prend soin de vous ». Finalement, il n'y a rien de dire. C'est un peu ce qui se passe quand on va à The Family. En fait, on voit que il n'y a personne pour nous fliquer. Du coup, c'est induit.
Et c'est un peu ce qu'on essaie de recréer. Alors, comment ça se passe pour toi en ce moment? C'est quoi les retombées de la crise? Parce que du coup, j'imagine que tu peux plus. De toute façon, ça sert à rien de livrer les bureaux puisque les bureaux sont vides. Donc, Alors, bah, oui, oui. Ah, nous, raconte-nous. on est passé de plus de quasiment 300 000 euros par mois à zéro en une semaine. Et en plus, on avait prévenu à la fin du confinement, oui, attention, la semaine prochaine, je pense qu'il faut diminuer les quantités, etc. On vous laisse 1 heure de plus pour dire si vous voulez être livré ou non. Et en fait, on a eu des annulations pendant toute la semaine d'après et les gens nous ont obligés à rembourser. Prévu. Euh, mais oui, voilà, on n'avait plus du tout d'activité. Donc, dans un premier temps, on a fait le choix de passer tout le monde en remote, télétravail, travailler sur des temps un peu plus longs. Comme je disais aux commerciaux, bah, quand tu peux pas aller pêcher, va réparer tes filets. Donc, on est en train de reprendre les présentations commerciales, tout ce qui est possible. Du coup, en parallèle de ça, bon, on avait des invendus frais que là, on a offert à un hôpital. À partir de la semaine d'après, du coup, on a commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait sortir pendant la crise qui, là, pouvait être utile. Mais bon, le but, c'était déjà que les 30 employés, sans que ce soit le chaos. Et du coup, c'est là qu'on a commencé à réfléchir au B2C en disant que le nouveau bureau, c'est la maison et que dans la continuité, on allait logiquement aller vers le B2C pour permettre déjà, à nos clients de continuer de prendre soin de leurs employés qui travaillent depuis chez eux et deux, potentiellement proposer ça en essayant d'avoir une démarche quand même un peu sociale dans le sens où on met un gel offert par commande, il y a une commande qui est offerte tous les 20 commandes pour du personnel soignant. Donc on a lancé ça assez rapidement. Donc là, en gros, ça veut dire que chez moi, je peux avoir mon totem. Alors, c'est un service un peu différent. On n'est pas dans la partie mobilier et on vient pas faire une installation. Il n'y a pas d'abonnement aussi sur le long terme comme on peut le faire en entreprise. Mais aujourd'hui, tu peux prendre ton téléphone, aller sur Duo, donc l'application Duo, J-O-W. Tu vas avoir une liste d'enseignes. Vu que Auchan, Leclerc, Carrefour aujourd'hui n'arrivent pas à assurer tout le volume de commandes parce qu'on est passé de 4,5% en ligne à quasiment 40%. Maintenant, il y a une enseigne Joe Totem tout en haut où vous pouvez retrouver à la fois à peu près 500 produits de snacking qu'on proposait, mais on a sourcé en une semaine 300 produits de cité, disons. Ça va être des fruits bio, des légumes bio, ils sont vraiment délicieux pour le coup. On a sourcé tout ce qui va être sac poubelle, produits d'hygiène, pâtes, boulgour, les sauces. Donc, on peut aujourd'hui sur Duo, il y a deux modes sur Duo. Soit c'est un mode de recette où on choisit des recettes et on peut apprendre à faire des plats assez simples mais qui sont très bons. Soit vraiment le catalogue plus comme une épicerie. Et aujourd'hui, on peut faire à peu près une centaine de recettes via Totem. Donc, ça laisse du choix et après prendre toute la partie épicerie. Où on va retrouver toutes sortes de produits jusqu'au club maté et toutes les choses qu'on est bien. Ok. Donc ça, c'est vraiment une offre que vous avez déployée là en une semaine, quoi. Je pense que c'est le truc le plus impressionnant, je crois, qu'on a fait chez Totem depuis le début. C'était vraiment marrant parce que en fait, j'ai juste fait un appel avec Jacques Dejeau. Pour lui demander comment ça se passait sur le retail, est-ce que c'est saturé? Puis là, et naturellement dans la discussion, on s'est dit tiens, pourquoi on lance pas quelque chose ensemble? Et le mercredi d'après, donc en exactement 8 jours, il y a eu la première livraison tout automatisée. Donc en fait, on a vraiment plugué leur application et leur système de commande sur notre système de logistique et d'entrepôt. En automatisant toute la préparation, par exemple, par chariot connecté, jusqu'au tracking de livraison, où là, on a changé le process de livraison, puisqu'on ne vient pas ranger dans votre frigo, ça ne serait vraiment pas la livraison sans contact, mais avec quand même tout le suivi, scan de QR code, le petit SMS qui va bien, le petit pour récupérer les feedbacks. Et du coup, on a lancé ça, voilà, en 8 jours, je pense, on était 5 execs un peu en mission commando, on a bossé vraiment pas mal.
et l'équipe de Joe aussi. Et c'est assez génial de pouvoir faire ça en 7 jours. Le B2C, ça fait 3 ans que ça nous traînait dans la tête. Et on voit que la crise, en fait, ça crée un… J'ai lu dans un article qu'ils appelaient ça l'effet screw it, j'ai rien à perdre, je lance. Et j'aime bien cette idée. Bah ouais, mais donc je le vois bien avec toutes les interviews que je fais des entrepreneurs. En gros, tout ce qui était sous le tapis, qui était là, qui était sous-jacent, ils savaient pas encore trop, ils se disaient ouais, pourquoi pas. Là, boum, il n'y a plus le choix, on y va, on le lance. C'est la période où il y a plus de bullshit en fait. Il n'y a plus de bullshit, il n'y a pas de c'est juste, c'est pas juste, c'est un must-have, c'est un nice-to-have, c'est est-ce que ça fait du cash, est-ce que ça marche? Et aujourd'hui, il y a cette catégorie nice-to-have, must-have qui est complètement balayée. On se rend compte que dans les must-have, bah, il y a le nombre de mètres carrés qu'on a chez soi, il y a des bons produits et de la bouffe. Après, il y a, disons, les applications qui vont nous permettre de garder du lien avec notre entourage. Et c'est quasiment tout. Il y a un peu de sport, de fitness. Je crois qu'il y a une hausse des vélos elliptiques et surtout des machines pour faire du pain. Ouais. Mais concrètement, du coup, je pense que ce qui se passe, c'est que soit aujourd'hui, on a une value proposition qui est utile, et ça explose et ça sature par essence parce que tout le monde veut utiliser le service, soit il se passe rien. Et c'est un peu ce qu'on voit aussi dans les critiques un peu de certaines approches marketing là sur les réseaux sociaux. C'est soit c'est un flop en mode espèce de capitaliste, tu veux profiter de la crise parce qu'il n'y a pas vraiment une utilité et l'approche du coronavirus, soit c'est naturellement un bon service et ça explose. Et qu'est-ce que tu dirais? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent en ce moment. Et là, j'étais avec les filles de Gold Up ce matin. Et il y a beaucoup ce discours de j'ai pas envie qu'on me prenne pour une opportuniste qui profite de ce moment. Qu'est-ce que tu donnes? Je pense que c'est un biais très français. Pourquoi on peut pas être exceptionnel? Pourquoi, en fait, en France, on n'a pas le droit d'être bon, on n'a pas le droit d'être exceptionnel. C'est quelque chose que les gens ne se tolèrent pas. Écoute, laisse les gens juger, quoi. Si les gens ils achètent et c'est leur vote et laissez les gens acheter 1 milliard de fois votre produit et c'est eux qui jugeront si vous avez le droit de le faire ou pas le faire. On n'est pas dans un marché 100% libre, mais ça pour moi c'est la base. Le marché sera là pour vous noter, donc vous notez pas avant que le marché le fasse. Allez-y, quoi. Limite soyez scandaleux, vous le ferez qu'une fois, la deuxième fois vous changerez peut-être un peu de ton, mais comme ça vous apprenez. C'est ça, c'est-à-dire que vous apprenez. Mais toi-même tu dis que tu sens aussi l'air du temps et tu vois bien que il faut faire des choses qui sont néanmoins justes, quoi. Ah bah oui, bah il y a un moment, nous du coup ça nous fait reverser à peu près 5% de notre CA aux hôpitaux. Je pense qu'il y a Enfin, moi, j'ai une vision un peu peut-être pas difficile de tout ça, mais je trouve qu'au final, on est chez nous, dans notre appartement, et il y a des gens qui sont vraiment au front à faire des choses vraiment difficiles. Donc, à minima, si on arrive encore à opérer, à avoir son business qui tourne, bah, qu'on en profite pour reverser 5%, c'est absolument rien comme effort par rapport au reste. Et je pense que ceux qui le font pas ou qui le font de manière détournée, c'est pas une bonne chose. Ça revient aussi beaucoup dans tous ceux qui lancent leur business en ce moment. Ils ont envie de se rendre utile plus que jamais, en fait. Tu vois. Ils ont ce besoin de se sentir. Il y a une quête de sens, quoi. Et voilà. Bah oui, parce que je pense qu'il y a quelque chose que les gens sous-estiment en ce moment, c'est le sentiment de culpabilité. Ouais. En fait, on est tous coupables quand on est chez nous et qu'on est assis et qu'on est passif. Et je pense qu'une des choses qui est le plus dur là sur le long terme, avec chaque semaine qui s'enchaîne, c'est le fait qu'on n'a toujours rien fait, on n'a toujours pas aidé quelqu'un, on n'a toujours pas vu entre guillemets le front et qu'on n'a pas pu apporter. Donc moi, ce qui est marrant, par exemple, c'est que rien que sur LinkedIn avec notre communication, j'ai eu un partenaire de Deloitte et un partenaire là de Nexity qui m'ont contacté en disant on veut aider. On veut aider, on veut soit financer des commandes. On a des clients en fait qui ont passé tout leur budget de free food
offerts aux hôpitaux. Donc, les gens veulent aider. Et je pense qu'il y a vraiment cette logique-là. Et du coup, je pense que l'achat e-commerce vraiment pour son petit plaisir seulement, il devient un peu difficile. Et on essaie de trouver un moyen au moins de donner 5-10%, je ne sais pas, qui peut servir à la collectivité en ce moment. Tu penses que cette solidarité, elle va rester ou elle va être éphémère, c'est-à-dire qu'elle va durer le temps de la crise? Pour moi, c'est un débat qui est compliqué. Je pense que plus le confinement va durer longtemps, plus ça va rester, ce qui est assez logique. Et pour moi, le facteur le plus important, c'est la non-compréhension des gens de qu'est-ce que c'est un effort maintenant sur un temps long. C'est-à-dire qu'on est complètement bloqué dans des temps courts. Et ça dépend si cette frénésie, elle revient. Mais avec les notifications, les réseaux sociaux, de vouloir tout avoir, d'avoir 450 produits différents chez soi, alors qu'en vrai, on en a besoin vraiment de 30. La question, c'est est-ce que va y avoir un vrai shift par rapport à ça? Est-ce que les gens vont se rendre compte que on optimise notre court terme, mais on n'optimise pas le long terme, et du coup encore moins le long terme de la planète? Est-ce que ça va changer? Et après, je pense que va avoir un effet aussi mais ça va dépendre un peu de l'outcome économique de la crise. Mais il y a un effet on vit tous à flux tendu, monétairement aussi. En fait, personne met du cash de côté. On vit en se disant que tout va bien parce qu'on n'a pas connu de crise et on ne sait pas ce que c'est que d'avoir 6 mois devant soi, que ce soit un business, que ce soit un particulier. Après, d'un point de vue particulier, je pense que les gens vont avoir ce réflexe de garder un peu plus de cash, de ne pas tout investir parce que de toute façon, ça ne sert à rien d'avoir de l'argent sur son compte en banque. On se rend compte que cette philosophie-là, elle est peut-être elle est vraie en temps de prospérité, mais elle n'est pas vraie en temps de crise. Donc, je pense que ça va marquer. Et du côté des entreprises, ce qui est différent, c'est ça va dépendre de comment l'aide, elle se passe. Parce que pour l'instant, ce qu'on lit aux États-Unis, c'est que ceux qui les bail-out, ils se font même pas au niveau des banques, ils vont se faire au niveau des hedge funds, des private equity, et c'est des gens qui sont payés 500 millions par an qui vont profiter de tout ça. Donc, il y a aussi une absurdité parce que ce qu'on est en train de créer, ce que le gouvernement, la façon dont on répond à la crise, c'est ceux qui ont fait de la merde et qui prennent des risques et qui sont dans la finance et qui savent parfaitement qu'il peut y avoir des crises, ils n'ont pas de cash en réserve parce qu'ils savent que quelqu'un pour les sauver quand ça va être la merde. Parce que même s'il y a eu Lehman Brothers en 2008 qui est mort, les gens considèrent que c'était une erreur et qu'on aurait dû les sauver. Aucune leçon qui est apportée à cette strate-là de l'économie qui finalement, on les sauve quand c'est le bordel. Et donc, selon comment ça s'est géré, je pense que ça va avoir plein d'écueils différents. Mais moi, la peur que j'ai, c'est qu'on crée un écueil où on repart directement dans le même mode. Parce que finalement, c'est virtuel. L'argent, on va l'imprimer quand il n'y en a plus. Et moi, j'ai beaucoup de réflexions en ce moment sur… en fait, pour moi, l'argent, c'est vraiment quelque chose pour créer des cycles. C'est-à-dire que l'humain, on a forcément besoin d'une mesure pour avancer, pour se stimuler. Et on a forcément besoin d'avoir des phases de croissance et des phases de crise pour créer du développement et de l'innovation et que les gens ne se lassent pas. Le problème, il y a quelqu'un qui est très fort là-dessus qui s'appelle Ray Dalio, qui fait des vidéos super top, d'ailleurs, avec des petits dessins sur l'économie. Et le problème, c'est qu'on essaie de créer des stimulations de plus en plus fortes avec des produits financiers de plus en plus compliqués et ainsi de suite. Et à un moment, la chute, elle va être de plus en plus forte. Et ce qu'on voit, c'est que les crises, elles vont faire des chutes de plus en plus fortes. Et il y a une question éthique de c'est cool qu'on progresse de manière générale, mais dans la crise, il n'y a qu'un certain type de personnes qui souffrent et on ne peut pas forcer, on ne peut pas créer des crises aussi brutales parce que finalement, elles sont créées, hein, on sait qu'elles vont arriver. Hein, on sait qu'il va y avoir des cycles de 7-8 ans et que tous les 10 cycles de 7-8 ans, on va avoir un gros cycle de 75 ans. Et la vraie question de cette crise-là, c'est est-ce qu'on est à la fin du cycle de 75 ans, ce que beaucoup de gens disent, où en plus tu vas avoir une montée de la monnaie chinoise par rapport à la monnaie du dollar et un peu la fin du cycle US dollar, comme il y a eu la fin
de l'Empire britannique et de la livre, de l'Empire hollandais et ainsi de suite. Hmm. On va redescendre sur un autre sujet. On va rester dans les good vibes. Non, mais c'est pas bad vibes en soi, hein. Si on est à la fin d'un cycle, c'est pour le mieux aussi. Plus on s'en rend compte, plus on peut prendre d'action là-dessus. Bien sûr. Et c'est simplement d'autant plus perturbant que tu ne sais pas vraiment de quoi la suite sera faite, en fait. Et bon, la suite, moi, je pense que c'est aux entrepreneurs de la construire. Alors, mon cher Raphaël, raconte-nous un peu les débuts de Totem. Déjà, juste en termes qu'on se rende compte de l'ampleur de Totem, c'est aujourd'hui, si on devait donner un arrêt sur image, le nombre, je sais pas ce que tu regardes, si c'est le nombre de clients, si c'est le nombre de cacahuètes distribuées, qu'est-ce que tu regardes, quels sont tes KPI? On va peut-être partir des vanity metrics pour une fois, comme ça c'est good vibe. On est à plus d'1 tonne de bananes semaine. Oh, ok. Mine de rien, ça fait pas mal. Je crois qu'on fait plus de 250 000 € de bananes par an. C'est un centre de profit chez Totem, ça paye 2 à 3 développeurs. Hein. On s'en rend pas compte, mais le volume marche très bien. Aujourd'hui, non, ce que je regarde beaucoup, je dirais, il y a mes métriques préférées, ça va être le nombre d'employés qui peuvent profiter de notre service, qui aujourd'hui c'est 8000. 8000 employés officiellement sur la plateforme. Après, je pense qu'en réalité, il y en a un peu plus et que les gens mettent moins que leur effectif réel. Donc, 8000 employés, c'est 140 entreprises, mais ça, bon, à la limite, c'est juste un moyen à notre consommateur final. Ce que j'aime bien regarder, c'est le budget par employé, parce que finalement, c'est combien de produits ils ont accès et un peu, ça quantifie un peu le bien-être qu'ils ont dans l'entreprise, en tout cas par notre service. Où là, on est à 40 € par employé en moyenne. Et ça va partir de 20 € jusqu'à 300. 40 € par employé par mois. D'accord. Okay. Et ça peut monter jusqu'à 300 € par employé par mois. Donc, cette métrique-là, elle est hyper importante pour moi. Il y a quoi Totem ? Il y a du caviar, il y a… Ils ont tout illimité, de la restauration, enfin… T'as ton club maté, ton smoothie, tes graines de chat, ton kombucha. Tu peux prendre, t'arrives le matin, c'est ton yaourt grec, tu mets des céréales bio et tu rajoutes un fruit de la passion. Mais oui, ils ont tout. Et c'est là qu'on voit qu'on est vraiment en train d'entrer vision retail sur la restauration, parce qu'on est sur des dépenses de restauration. Et c'est pour ça que sur le modèle payant, on veut aller récupérer les 180 € du ticket restaurant. Parce qu'aujourd'hui, on est limité à la générosité de la boîte en faisant 40 € par employé par mois. Mais en fait, il y a un budget qui est gigantesque, qui est le ticket restaurant, sur lequel on veut arriver à rentrer pour faire en sorte qu'au final, Totem, au lieu de faire 40 € par employé en moyenne, ce soit plutôt 100, 120, 130 et de récupérer un maximum de ces parts-là, mais avec des produits sains, des moins chers, plus accessibles, plus transparents. Je trouve que Totem, c'est vraiment une boîte à ton image. C'est-à-dire, c'est une boîte qui est à la fois extrêmement rationnelle parce que derrière, il y a un travail sur la logistique qui est vraiment exceptionnel et en même temps absolument humaine puisque tu le dis, ta vision, c'est de faire que les gens échangent autour de ce totem. C'est ça le but que tu poursuis, c'est qu'on se montre tel qu'on est. Donc, il y a vraiment pour moi… non, mais c'est vrai, je trouve qu'elle est très, très, très équilibrée. Est-ce qu'on peut parler un peu de tous ces efforts de Totem sur l'aspect logistique, en fait? Qu'est-ce que vous avez mis en place et pourquoi c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit de faire ce que tu fais, de la cafétéria customisée, en fait? Ouais, clairement. Ce qui est compliqué dans la logistique, c'est que, je dirais, il y a plusieurs éléments. Il y a le fait qu'on a habitué les consommateurs à avoir déjà un catalogue qui est Ensuite, une de délai de livraison qui est vraiment du on-demand, qui crée plein de choses. C'est-à-dire que, je vais te donner un exemple vraiment tout bête. Si moi, je veux proposer à grosse échelle les bananes, c'est peut-être pas le bon exemple, mais un truc un peu plus fragile, de la poire. De la poire bio, je peux vous la proposer en livraison en 2 heures chez vous tous les jours. Ça, je peux le faire.
de la poire bio, par contre, si vous me laissez 24 heures pour vous livrer, on va avoir le temps de le sourcer, de se le faire livrer et de faire en circuit court avec quelque chose qui est local. Et du coup, dans ce besoin de vouloir avoir les produits tout de suite, ce qu'on a créé, c'est que les produits qui sont trop fragiles, qui sont moins stables dans le temps, ce qui est typiquement les fruits et légumes, en fait, on ne peut plus le faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas de bons produits, par exemple, dans les supermarchés. C'est que c'est une logistique trop dure à gérer avec le niveau d'exigence que le client final a. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, au final, c'est dire que déjà, dans un supermarché, il y a 10 000 références, mais ça ne sert à rien. En fait, on a besoin de peut-être 1000 références au quotidien, mais qui ont là un niveau de qualité qui est bien plus élevé en termes de produits. Et du coup, le but, c'est comment on va gérer 1000 références en laissant de la flexibilité aux clients, c'est-à-dire de pouvoir ajuster les commandes, de pouvoir ajuster les quantités. Et du coup, ce qui est très, très dur dans le retail, c'est de trouver la bonne équation qui permet d'avoir la bonne qualité, le bon prix et jamais de rupture. Pour avoir un ordre d'idée, Franprix, en ligne, ils ont 25% de commandes où il va manquer des produits. Okay. Énorme. Et nous, on en a 0,5% des commandes qui ont des ruptures sur les produits. On a 99,5% de commandes parfaites. Et comment c'est possible? Donc nous, ce qu'on a recréé, il y a beaucoup de choses. Donc déjà, on a choisi de développer notre propre warehouse management system. Donc grosso modo, c'est un back office qui va permettre de créer ces produits, de aussi alimenter notre site en termes de visuel et d'informations sur les produits. Donc c'est un peu le CRM des produits. Va avoir une partie algorithme d'achat qui va permettre là de prendre en compte toutes les variations des produits pendant 10 semaines pour estimer la bonne quantité qu'il faut avoir la semaine prochaine. Donc, nous, on a toujours en fait une semaine de stock qu'on possède dans l'entrepôt pour pouvoir répondre à vos demandes. Mais le but, c'est de pas d'en avoir trop. Donc, on essaye de bien estimer. Et c'est très facile à faire sur des produits non périssables. C'est très dur sur des produits périssables parce que là, on a toujours le peur de l'alerte si on en. Ensuite, ce qui est dur à savoir, c'est que toute la difficulté qu'on peut avoir dans l'entreprise entre les chiffres analytiques et sa comptabilité. En fait, on a exactement la même chose entre le stock réel, le stock qu'on pense avoir et le stock réel. C'est-à-dire que tous les jours, voire toutes les semaines, on doit rematcher le stock et se rendre compte qu'il y a 1 ou 2 d'écart parce que c'est comme un cash flow, c'est jamais au même moment. C'est même assez compliqué, notamment quand il y a beaucoup de flux différents qui peuvent aller chercher dans ce stock-là. Donc, sur la préparation, ce qu'on a fait, nous, pour que ça, ce soit juste et efficace, on a des chariots connectés où on va pouvoir préparer 6 caisses bleues, donc ces caisses de livraison de supermarché qu'on peut voir dans la rue, en parallèle et qui va vérifier via un QR code plus via le poids l'exactitude du produit. Et du coup, nous, on a un tracking directement sur notre warehouse management system de est-ce qu'il a manqué une seule unité d'un produit. On a tout ce tracking-là et on peut notifier le client en temps réel. Donc là, j'ai compris qu'en fait, à chaque endroit des points où il pouvait y avoir des petits couacs au niveau de la logistique, vous êtes venu et vous gérez tout. Ça fait l'écart entre ce que tu disais, un Franprix qui a 25% de ses produits qui sont pas en stock et vous qui avez tous les produits en stock. Et pas non plus trop de produits parce que l'idée, c'est d'être pile. OK. Alors ça, c'est pour l'aspect logistique. C'est quelque chose que toi, tu as toujours été dans cette démarche-là d'optimisation? Moi, je suis un flemmard à la base. Hein. Ça paraît bizarre de dire ça quand on est entrepreneur, mais j'adore faire, mais je déteste faire 2 fois. Et du coup, le principe, c'est c'est ça pour moi, créer de la valeur, c'est de faire qu'il y ait quelque chose qui tourne automatiquement. Et ce qui est marrant, c'est d'arriver à créer un système où c'est ça d'avoir du scale, c'est que ce soit de plus en plus facile de générer une commande. Donc le but, c'est que cette commande, elle se fasse quasiment naturellement, sans opérateur s'il le faut, avec un opérateur juste pour vérifier la qualité, c'est-à-dire sur les points où on a un intérêt de mettre un humain. Mais oui, cette logique d'automatisation, elle est essentiel parce que c'est ce qui permet aussi de passer sur d'autres sujets et continuer d'avancer et de pas répéter le même travail tous les jours.
Il y a beaucoup de startups qui viennent te solliciter un peu pour comprendre comment la logistique fonctionne chez Totem et tu les aides là-dessus. Il y a quand même pas mal de monde de plus en plus, Ouais. notamment toutes les personnes qui font du e-commerce. Mm. Parce que sur le e-commerce, en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, c'est très facile de faire un shop digital. On prend Shopify, hop, 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 c'est parti. Et derrière, quand ça prend, bah, on se retrouve plus du tout en train de gérer la jolie photo qu'on avait mise sur Instagram et sur son Shopify. On se retrouve à bouger les cartons dans son entrepôt. Mm. Et c'est la réalité du business. Donc derrière tout joli DTC brand, tout, il y a ça. Donc parfois c'est externalisé quand il n'y a pas beaucoup de produits. Mais dès qu'on arrive sur même La Fourche, hein, La Fourche, ils ont 2500 références, ils en ont plus que moi. Là, ils sont 25 dans leur entrepôt à faire des cartons pendant la crise pour assurer le volume. Et je dirais que la logistique d'entrepôt, c'est quelque chose qui fait peur aux gens. C'est pas sexy. Et pourtant, c'est pour moi un truc magnifique dans le sens où c'est ce qui nous permet d'avoir les produits qu'on a autour de nous, quoi. Et on a oublié que en fait, c'est la base de notre économie. Et du coup, voilà, les gens sont très mauvais pour gérer. Alors qu'un entrepôt, c'est quelque chose de très low cost. Ça coûte pas cher. C'est beaucoup moins cher qu'un magasin. C'est beaucoup moins cher qu'un restaurant. Ça peut être hyper rentable. Mais c'est d'une complexité en termes de flux qui est drastique. Et il faut de la technologie à tous les niveaux. Pour ceux qui font des trucs sur Shopify, il y a une boîte qui est géniale que Shopify avait racheté qui s'appelle oberlo.com. Je trouve ça génial comme vision. Eux, quand on crée son Shopify, on va aller plugger son supply sur cette plateforme-là. Ils vont vous dire, bah, nous, on vous propose des bouées, on vous propose tel produit de créateur, etc. Et en fait, on peut taper directement dans leur supply et c'est eux qui font toute la chaîne logistique. Donc, grosso modo, eux, ils ont aggloméré différents types de fournisseurs et ils vont gérer le stock, toute cette partie pour vous, pour qu'il y ait une personne qui est digitale et qui puisse du coup tester plein de concepts, plein d'expériences, des onboardings différents et ainsi de suite. Et je pense que le réseau logistique aujourd'hui, il est pas très bien. En fait, il est pas du tout adapté au layer digital. Et du coup, on a trop de solutions. Il y a des logisticiens, après il y a les TNT, il y a les DPD, il y a la gestion de stock. Puis il faut quand même avoir le supply, qui maîtrise le stock, qui maîtrise pas le stock. Et je pense que c'est un marché qui est en fait il y a rien en ligne. On est à 5 ou 15% en ligne en Europe. 5% c'est sur la grosserie, 15% en ligne. Et en fait, Amazon, le problème d'Amazon, c'est que c'est un agrégateur et du coup, les marques sont dissoutes. Ce qui est génial de Shopify, c'est que c'est une plateforme et du coup, les gens se différencient. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que sur cette partie logistique, il y a un moyen de se différencier plutôt que de se faire écraser en mettant son produit dans une box Amazon et en ne contrôlant pas l'expérience de livraison et ce qui se passe derrière. Et du coup, je pense que c'est un vrai challenge de recréer un peu ce maillon-là et que ça peut apporter énormément de valeur à la fois au réseau physique et au réseau digital de ceux qui veulent créer plein d'expériences ou des applications. Donc, Totem, c'est à la fois l'aspect logistique et c'est aussi l'aspect humain. Comment tu fais? Alors, qu'est-ce qui t'intéresse, toi? Je sais que tu vraiment, t'es dans le self-development, tu t'intéresses beaucoup à la psychologie, à la dynamique des groupes. C'est toi le CEO de Totem, hein? Donc, c'est aussi toi qui gère la partie vision, la partie culture et la partie équipe. Comment tu t'intéresses à ces questions? Alors, déjà, toi, est-ce que personnellement, tu te fais coacher? Ouais, clairement. Moi, je dirais que c'est quelque chose qui m'a intéressé assez tôt. Je pense que je me suis vraiment posé ces questions un peu de développement personnel à 20 ans. Raphaël? Là, j'ai 27. Mais je me les suis posées de manière bien intense, quoi. J'ai pas juste qu'est-ce que je ferai plus tard. J'ai juste lu énormément de bouquins et de vidéos et d'interviews sur beaucoup de sujets et beaucoup de pans différents. Ça peut aller de la neuroscience à la psychologie, à la communication, au pouvoir de la représentation. Et finalement, derrière tout ça,
Pour moi, ce qui est le plus important, c'est le travail sur juste l'énergie. Pourquoi l'énergie? Parce que en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans le développement personnel et notamment en France, et c'est notamment ce que j'avais dit à la conférence sur le futur du travail qui avait été organisée à The Family. On intellectualise ce qu'il faut faire de manière beaucoup trop marquée. Je veux dire, on fait des softwares, par exemple, pour traquer quand est-ce que les gens arrivent au bureau et partent et on a oublié de leur offrir un café. Moi, je pense que l'énergie, on est très patronisant, mais on peut dire ce qu'on veut. Quand on part en vacances et que quelqu'un nous bouscule dans la rue, on va se retourner, on va dire connard. On revient de vacances, en tongs, quelqu'un nous bouscule dans la rue et on va faire « Eh, mais mec, la vie, c'est cool ». Donc, en fait, quand on a de l'énergie, on peut bien réagir à tout. Ok. Et du coup, quand on travaille sur l'énergie, derrière, en fait, on efface tous les côtés irritants de sa personnalité de manière assez naturelle parce qu'on a l'énergie pour bien réagir. Et du coup, il n'y a plus de discours patronisant. C'est toi, comment tu marches d'un point de vue énergétique. Ça peut être sur la bouffe, ça peut être sur ta routine, ça peut être sur tes horaires de travail, ça peut être sur, en fait, tel type d'interaction, ça te fait perdre de l'énergie, tel type d'interaction, ça t'en donne. Et du coup, faut comprendre quelles sont ces boucles énergétiques sur absolument toutes les dimensions. Ça peut être social, sociétal, esthétique, artistique, ce qu'on veut, et d'arriver à l'optimiser. Et ça, je pense que c'est facile derrière de développer aussi son mental et son mindset, mais de manière indirecte en fait, pas en se mettant une pression de faut faire une routine, faut faire quelque chose, mais juste parce qu'on a l'énergie de développer tout ça. Et moi, c'est vraiment ce que j'essaie de faire. Du coup, j'ai un coach qui est là, très business, qui va servir pour savoir comment construire, mettre l'organisation, créer la culture, communiquer. Et un beaucoup plus perso où là, ça va être vraiment sur l'énergie. Moi, je sais que si je fais 1 heure de sport par jour, j'ai 2 fois plus d'énergie que si je fais pas de sport. Et le but, c'est de se comprendre et de savoir exactement dans quel cadre. Et du coup, au sein de ton équipe, comment est-ce que ça se passe? Quelle est la culture de Totem? Qu'est-ce que tu mets en place? Comment par exemple, là, sur ce qui s'est passé pendant la crise, comment tu les as impliqués tous dans ce changement et cette réflexion? Alors, ce que j'ai fait au début, c'est beaucoup de communication. Donc déjà, moi, toutes les semaines, ce que je faisais avec The Family de base, je le fais à l'échelle de la boîte. Ça me prend 1 heure, 1 heure et quart par semaine. Et c'est envoyé à tout le monde de manière publique. Donc, on est dans la transparence de ce qui se passe bien et de ce qui se passe mal, de manière tout le temps honnête. Pareil sur le cash, et de plus en plus, ce que je faisais pas au début, mais maintenant, on est vraiment 100% ouvert sur la situation. Parce que je pense que si les gens n'ont pas le tableau du jeu de société, ils peuvent pas jouer au jeu de société. Hein. Donc, ne cacher les choses, c'est pas la bonne manière de faire. Et du coup, moi, je faisais un vidéo call d'une demi-heure avec l'intégralité des équipes pendant les 2 premières semaines de la crise, tous les jours. Tous les jours. À garder tout le monde dedans. Ensuite, on a vraiment posé des questions, fait un peu des brainstorms. On a vraiment vérifié que tout le monde allait bien. J'ai demandé à tous les managers de vérifier que les gens allaient bien. On leur a donné une demi-journée pour vérifier qu'ils étaient chez eux avec un bureau, pas mal au dos, que leur famille allait bien et qu'ils pouvaient en fait comprendre dans quel nouveau cadre ils allaient travailler pour les prochains mois. Moi, j'ai été très honnête que je pensais que ça allait durer 2 mois et pas 15 semaines et que logiquement, dans des dynamiques-là. Et ensuite, je pense que le fait que moi, j'ai un peu cette philosophie qu'en temps normal, quand ça se passe bien, 90%, et quand il faut être à 110. Et il faut avoir la réserve pour être à 110. Mais finalement, quand du coup, il y a l'équipe d'exécutive qui double down en intensité au moment d'une crise, qui explique très clairement ce qui a été fait, ça empower tout le monde d'un coup. Et il faut réagir hyper vite parce que les gens, pour moi, ils sont tétanisés. On vient de leur faire un flash lumineux sur la foule. Tout le monde est comme ça. Et soit on attend, soit on court.
entre guillemets, et en plus, il y a plein d'opportunités parce que toutes les boîtes sont bloquées en ce moment. En fait, tout le monde est tétanisé et on peut aller sur le territoire de quelqu'un sans qu'ils s'en rendent compte. Mais il faut arriver à tout de suite mettre ce dynamisme et que tout le monde suive de manière naturelle. Et nous, ce qu'on a essayé. Après, évidemment, on a des valeurs qui sont un peu en reflet de tout ça, qu'on est en train d'ailleurs de retravailler. Et je pense qu'à la sortie de la crise, il y a des choses qui vont sortir, qu'on va clairement intégrer à la culture. Moi, il y a une valeur qu'on a envie de mettre en ce moment qui sera sûrement quelque chose comme cash and curious. Cash dans le sens déjà être cash dans la façon de parler pour pas être dans la politique. Et puis cash parce qu'à la fin de la journée, une boîte qui va bien, elle gère son cash. Hein. On peut dire ce qu'on veut. C'est pas du capitalisme. Si tu as de l'argent, tu peux prendre soin de tes employés. Hein. Google, ils font de l'argent, mais ils peuvent prendre soin de leurs employés. Sans argent, tu prends pas soin de tes employés tout court. Et il y a des choses comme on va mettre sûrement un truc un peu peut-être comme FOMO, mais pas dans le sens que traditionnel, mais focus or miss out. C'est complètement l'opposé de FOMO, mais comme ça va choquer. Puis après, on a des valeurs, nous, qu'on avait déjà, qui sont make impact positively every day, donc qui est vraiment ce qu'on essaie de faire, le petit détail, la pause, la bonne énergie au quotidien. On avait Unleash the Artist, qui est quand même quelque chose qui est assez ballsy pour que les gens s'expriment. Vraiment, genre, mais exprime-toi, quoi. Sois folklore, tente des mails, tente des approches. T'es pas content, mais gueule 40 fois sur la table, quoi. Si tu gueules pas, on va pas t'écouter. Et il y a un moment, il faut que tu crées ton territoire. Donc, on a pas mal de valeurs comme ça pour faire en sorte que les gens soient impliqués. Je pense que le but, c'est de donner du territoire et que les gens puissent être au nord de ce qu'ils font. Et du coup, il faut vraiment les pousser, quoi. Finalement, j'avais un article, on avait la chute, et que la chute, en fait, c'est là où il y a la gravité qui nous aide, bizarrement. C'est là où il y a beaucoup plus d'opportunités. Quand tout le monde monte, tout le monde se tape dessus. Sans, en fait, il y a la plupart des gens qui s'arrêtent de courir, et toi, tu peux accélérer. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui avait gagné le marathon 4 fois à New York et à Chicago, qui expliquait que lui, il mettait plus d'intensité dans la descente et moins dans la montée pour profiter de la gravité, que tout se passe bien. Mais je trouve que cette analogie, elle est intéressante parce que c'est vraiment en fait le moment où il faut accélérer, c'est pendant les crises. Parce que c'est là où il y a beaucoup plus d'opportunités que quand tout le monde est en train de monter, tout le monde met des budgets marketing, il y a du bullshit, on n'est pas du tout rationnel. En fait, quand l'économie va bien, on n'est pas rationnel, on achète des trucs en se faisant croire que c'est utile alors que ça ne l'est pas. Alors, je pourrais t'écouter encore pendant des heures, Raph, t'es passionnant. Il y a une de nos Goldies d'amour qui dit qu'elle aimerait bien te présenter son projet. Si t'as un peu de temps pour elle, ce serait adorable. Je te ferai l'intro. On est à fond. J'ai trop de voyages pour le business en ce moment. Je sais pas comment ça va rentrer dans mon planning. Non, mais attends, moi, j'ai la sensation que j'ai jamais autant travaillé de ma vie que maintenant. Honnêtement, je me sens épuisée, quoi. Enfin, essorée par… ma vie est un sablier. J'ai l'impression que le temps m'échappe, quoi. Il y a tellement de choses à faire. D'abord, la réorganisation et mine de rien, de s'adapter à cette nouvelle organisation. Et deux, en tout cas pour The Family, il a fallu réinventer des modèles, des modèles, mais aussi des événements en ligne. Enfin, c'est autre chose, quoi. Même si c'est un plaisir avec un entrepreneur tous les midis, c'est nouveau quelque part. Ok, bon, donc exprimer l'artiste qui est en soi, écoute. On a commencé sur un morceau de rap quand moi, tu sais que mes employés, en fait, mon salaud d'associé, Pierre, il a passé le rap à l'apéro, tu vois. Et du coup, mes employés étaient là, mais attends, c'est toi. J'ai mon livreur qui m'a fait mais putain, mais tu rappes bien. Moi, j'ai des amis qui ont un studio. Je vous partage dans le chat ce rap extraordinaire, exceptionnel. T'avais quel âge à ce moment-là, Raph? Ouais, c'est il y a 4 ans. Il y a 4 ans, quand j'étais en école. Donc, le rappeur de Polytechnique s'exprime. Et franchement, honnêtement, c'est bon.
Enfin, Ouais, je trouve c'est pas que mal, hein. Non, vraiment, Regarde. j'arrive à l'écouter. Je dis pas ça. Je dis pas du tout que c'est parfait, mais vous ça, pouvez écouter, vous pouvez écouter. Parce que quand même. Mais il y a 4 ans, ça fait un tout petit peu old school quand même. Je trouve que ça fait un peu rap des années 90. Je préférais le rap un peu conscient en fait. Oui, J'aime pas, j'entends. j'aime pas l'élan trap un peu bullshit. Je préfère. Enfin, si tu fais de rap et que tu t'appelles de la vessie, Je te fais des itérations, voici le témoignage d'une génération. Trêve de musicalité, passe à la lyricalité. Tu finis KO alité par mes lyrics de qualité. Fuck la fiscalité, ce n'est pas une finalité. Refus de nationalité, une dérive de moralité. J'ai mon album dans les bacs de toutes les FNAC. je l'écoute parfois quand je vais courir. On dirait un peu ça me fait penser à la Funky Family. Tu te souviens? Ouais, je vois très bien. Mais je crois que c'est. Ouais, moi j'aimais bien les mecs comme Akhenaton, Shuriken, un peu ce type-là de rap qui était beaucoup plus travaillé en termes de message même social et de réalité. Rap plutôt confiant, avec beaucoup de travail sur les mots. Et moi, c'était ça qui m'amusait. Et un petit côté Saiyan Supaku, un peu, pas dans les trucs qui sont connus, mais dans leur rap, enfin bref, très rap français des années 90 ou début des années 2000. Les amis, c'était un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres entrepreneurs. Merci beaucoup, Raph. On est ravis de t'avoir rencontré. Et puis, ce soir, pour ceux qui sont inscrits, on a un live sur le fundraising qui va vraiment être très cool. Et demain matin, on fait Be My Co-Founders. Donc, pour tous ceux qui cherchent leur cofondateur ou cofondatrice, c'est le moment. Voilà. Est-ce que ça sera enregistré fundraising? Parce que je vais pas pouvoir tout voir et je me posais la question. Pour les fellows de The Family, everything when you want, without any problem. Pour le reste du monde, c'est là où on ne sait pas encore. Top, super. Bye bye tout le monde. Ah, et il y a le networking. Tout le monde peut aller en chat roulette là. Networking, tu rencontres quelqu'un. Yeah, I'd rather